Bonjour tout le monde, j'attendais qu'il soit 14 heures. Il est 14 heures moins quelques secondes, on va commencer. Je pense que les autres gens vont nous rejoindre en cours de route. Il y a du monde, j'espère que vous êtes tous là pour parler Data Lake. On va essayer de parler Data Lake pendant 45 minutes et puis on va essayer d'expliquer comment faire du Data Lake sur la plateforme AWS. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà leur Data Lake sur AWS. Quelques-uns, par-ci par-là. Excellent, top. J'en ai aussi devant. Excellent. Je me présente, je m'appelle Amadou Merico, je suis ce qu'on appelle un Solution Architect chez Amazon Web Services. Et un Solution Architect chez Amazon Web Services, il passe ses journées à discuter avec les clients des différents services AWS, des bonnes pratiques en termes d'architecture, et notamment autour de tout ce qui est le Data Lake. Alors, on a 45 minutes pour parler de Data Lake. À la fin de la session, je vais dehors, juste à côté, s'il y a des questions, si vous avez des questions en fait par rapport à la présentation, je serai très content d'en discuter avec vous. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques gens qui disent qu'ils ont déjà un Data Lake sur AWS, peut-être que certains d'entre vous envisagent d'avoir un Data Lake aussi. On va juste commencer par rappeler le concept du Data Lake, et j'espère qu'on aura un petit peu les mêmes définitions. C'est quoi un Data Lake ? L'idée du Data Lake, c'est de pouvoir centraliser les données de l'entreprise. Je me rappelle du économiste en fait en 2017 qui disait que la data c'est le nouveau pétrole en fait. C'est ce qu'il y a de plus précieux en fait pour les entreprises aujourd'hui. Et on a envie de tirer de la valeur de ce pétrole, de ce nouveau pétrole, de cette data. Et on a envie de centraliser les données de l'entreprise, les données qui nous appartiennent déjà dans l'entreprise, plus les données qui ne nous appartiennent pas encore. On va parler des réseaux sociaux, on va parler des clickstreams, la navigation web, on va parler des données qu'on avait l'habitude de supprimer. On va parler de toutes ces données en fait, qui étaient dans différents silos. Et l'idée, c'est d'avoir un espace commun pour centraliser ces données et en tirer de la valeur. On va beaucoup parler de valeur pendant ces 45 minutes également. Du coup, lorsqu'on construit son data lake, on a une variété de données en fait. C'est normal parce que lorsqu'on commence à interagir avec les réseaux sociaux, avec les clickstreams, on va avoir des données de type semi-structuré. Lorsque c'est des données de type CRM, ERP, des données qu'on maîtrise, qui viennent de nos bases de données internes, ça va plutôt être des données bien structurées, bien comme il faut, avec des champs qu'on maîtrise, etc., etc. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on parle de projet de données, de data lake, effectivement, il y a les données non structurées. On va parler des images, des vidéos, toutes ces nouvelles données sur lesquelles, effectivement, on peut tirer de la valeur. Et on a beaucoup de clients aujourd'hui qui le font sur la plateforme AWS. Donc, le concept du data lake, c'est également de pouvoir gérer cette variété de données et de formats, mais également de faciliter l'ingestion et la consommation des données. Potentiellement, vous avez des données qui sont déjà chez vous, vous avez des ETL en place, vous allez peut-être utiliser Glue, qui est un ETL manager, pour capter ces données, différentes sources de données, faire des transformations, ou tout simplement les mettre telles quelles dans le data lake et ensuite gérer la transformation directement sur AWS. Il vous faut la capacité de faire cette ingestion aussi bien en mode batch, ordonnancé, donc toutes les heures ou tous les soirs, on fait des exports, on fait du delta, de l'incrémental. On va aussi avoir le besoin, et ça effectivement les clients nous le remontent tout le temps en fait, c'est d'avoir la capacité d'ingérer la donnée en temps réel. Schema on read versus schema on write, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on ingère cette donnée, on va le mettre dans le data lake et puis on va en tirer de la valeur. Mais il se trouve que forcément, peut-être le schéma il change en fait. On va avoir des champs qui se rajoutent par rapport aux données, des champs qui disparaissent. On a du structuré, du semi-structuré. Il faut pouvoir être flexible et agile et il faut que le data lake vous donne le moyen de pouvoir décider avec quel schéma vous allez lire une donnée que vous avez stockée dans S3, potentiellement parce qu'il y a juste une partie des champs qui vous intéresse. C'est ce qu'on va appeler le schema on read versus le schema on write. Si je prends l'exemple des bases de données traditionnelles, en fait, vous commencez par créer la base de données, créer votre modèle de données, créer une table qui s'appelle client, définir les champs nom, prénom, ville, et c'est bien structuré, c'est bien codifié, et ensuite vous commencez à écrire la donnée. Dans le data lake, l'approche elle est complètement différente. On va pouvoir écrire la donnée et après, ensuite, on va pouvoir se poser la question de comment on va la lire et avec quel schéma on va pouvoir lire cette donnée. Le stockage durable des données à bas coût, ça aussi c'est un point très important
Parce que le data lake, vous pouvez commencer petit, comme la plupart de nos clients qui commencent sur Amazon Web Services, ils peuvent commencer tout petit. Mais l'idée, c'est de pouvoir scaler. On va avoir de plus en plus de données. On va parler de gigas, de téra, voire de pétaoctets. Il faut qu'il y ait un stockage qui puisse scaler avec vos données, avec l'évolution de vos données, de vos use cases. Mais il faut que ce stockage aussi, il vous coûte pas cher, en fait. Il faut qu'il soit bas coût, il faut qu'il soit économique, parce que, on va le voir tout à l'heure, effectivement, big data ne veut pas forcément dire big cost. Séparer le stockage des données des ressources de calcul, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on discute avec beaucoup de clients qui avaient déjà leur projet Big Data ou leur Data Lake on-prem. Ils avaient des clusters Hadoop qui tournaient. Et ces clusters Hadoop, ils tournent tout le temps. Pourquoi? Parce que ces clusters Hadoop permettent à la fois de faire le compute lorsqu'on lance des traitements Spark, Hive ou MapReduce, Pig, il y en a qui le font toujours d'ailleurs. Mais quand il n'y a pas de traitement, par exemple le soir, ce cluster, il est tout le temps allumé. Pourquoi? Parce qu'il contient le stockage en fait. Donc on a un couplage entre le compute et le stockage. Quand vous allez sur le cloud, le paradigme il change complètement en fait. On va vous donner les moyens de découpler le stockage et le compute et de pouvoir scaler le compute selon vos besoins, potentiellement de le démarrer à la demande, de faire des traitements et ensuite de l'arrêter. Et c'est juste intéressant en termes d'économie de coût, en fait. Et ça vous donne une flexibilité énorme. Et ça, on va en rediscuter par rapport aux use cases que vous pouvez avoir avec vos data scientists, vos data analysts, qui vont vouloir partager les données dans le data lake, mais qui ne vont pas forcément utiliser les mêmes outils pour exploiter ces données. Et puis la sécurité et la gouvernance, c'est très important pour nous. C'est très important pour les clients aussi. On va voir que le data lake, on va essayer de démocratiser, c'est le vœu pieux, il faut démocratiser l'accès à la donnée, mais ça ne veut pas dire que n'importe qui doit pouvoir faire n'importe quoi dans le data lake. Il faut pouvoir avoir la sécurité de ces données, parce qu'il peut y avoir des données sensibles, on peut masquer les données, mais potentiellement il peut y avoir des données qu'on va devoir garder en clair pendant 6 mois et ensuite automatiquement les masquer. Il faut pouvoir gérer la gouvernance aussi. Définir qui a accès à quoi dans ce data lake. Et ça, c'est des choses très importantes qui reviennent très souvent, en fait, quand vous mettez en place des projets de type data lake. Hop. Alors, aujourd'hui, on estime que la majorité des data lakes sont sur AWS. Effectivement, il y a certains clients aujourd'hui qui sont parmi nous et qui ont déjà leur data lake sur AWS. Il y a énormément de clients qui ont déjà leur data lake sur AWS également. On parle d'entreprises de tout type, les startups, les scale-up, les grandes entreprises dans tous les domaines. Là, vous avez une petite liste en fait. On voit que FINRA, Nasdaq, Amazon aussi. En interne, on utilise le Amazon AWS en fait comme data lake. Dans le secteur de la santé, de la science, du digital. En France également aussi, on a des clients tels que Le Bon Coin qui ont leur data lake sur AWS, Aramis Auto aussi, qui est un client que vous connaissez également, qui opère également leur data lake sur AWS. Et l'idée du data lake, c'est de pouvoir tirer de la valeur en fait. C'est pas juste de mettre des données et puis de se dire qu'un jour ça va donner quelque chose en fait. Et ça, on avait l'habitude de dire que c'était pas un data lake, c'était un marécage de données, un data swamp. On mettait toutes les données et puis on se disait peut-être que ça va donner quelque chose, mais c'est pas ça le data lake. Il faut réellement être guidé par les use cases. Et ces clients dont on vient de parler, ils ont différents use cases selon leur domaine, selon leur business. Ça peut être de gérer la satisfaction client, d'être plus proactif, plus réactif en termes de satisfaction client. Ça peut être d'affiner ou de diriger une stratégie produit, une optimisation de stock, une optimisation des chaînes logistiques. Ce que je vous recommande quand vous commencez votre projet de data lake, c'est réellement de garder en tête les use cases, la valeur dont vous souhaitez tirer de ce data lake, parce que ce qu'on va voir, c'est que ça va vous guider énormément en fait sur le choix des outils, sur la chaleur de la donnée et sur la latence en fait que vous allez définir pour traiter ces données ensuite. Donc là, si on part de la fin, effectivement, on a les use cases. Et de l'autre côté, vous avez des données. Il y a des données que vous possédez déjà, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vos bases de données, vos fichiers de log, les données de vente, si c'est dans un domaine commercial. Il y a les données que vous allez ingérer, en fait, à partir des réseaux sociaux, par exemple, Twitter, Facebook, Clickstream, en fait, navigation web, c'est des use cases qu'on voit beaucoup avec les startups. Ils mettent des trackers, en fait, sur la page web et on peut
récupérer un petit peu en temps réel en fait la navigation web des clients sur leur site web, et puis stocker tout ça, en tirer de la valeur et optimiser peut-être la présentation du site web. Et entre les deux, en fait, vous allez mettre en place une plateforme qui va avoir des capacités. La première capacité, c'est de pouvoir faire de l'ingestion et de la collecte, comme je le disais tout à l'heure, aussi bien en batch qu'en temps réel. On voit les deux, en fait, aujourd'hui. Et une fois que vous ingérez la donnée, il faut pouvoir la stocker de façon durable, élastique, avoir des capacités de chiffrement, avoir la capacité de traiter ces données en fait, qui sont dans le stockage, de les transformer, de les enrichir également avec des données qui sont peut-être internes, de les nettoyer aussi. Ça, c'est quelque chose d'important, en fait, le data cleansing. Et ensuite, d'en tirer de la valeur avec la partie consommation et les outils de data vis tels que QuickSight, Tableau, etc., etc. Donc, votre data lake sur AWS, il va peut-être ressembler à ça. On a les données potentiellement qui existent déjà. On a les données de type objet connecté aussi, tout ce qui est IoT. C'est des use cases qu'on voit de plus en plus, les web sociaux. Et vous allez capturer la donnée pour le mettre dans le data lake. Et le data lake, on va beaucoup parler d'Amazon S3, Simple Storage Service. Je vais en reparler tout à l'heure. Et potentiellement, on va avoir ces petits robots qu'on appelle des crawlers qui vont venir scanner automatiquement à la demande de votre data lake pour récupérer automatiquement ce qu'on appelle les métadonnées, c'est la structure de vos données. Quels sont les champs dans vos fichiers, est-ce que c'est du JSON, du parquet, etc., etc. Et ils vont mettre tout ça dans un catalogue de données. Donc ça, c'est la partie gouvernance, en fait. Parce que le data lake, sans gouvernance, effectivement, ça va être un data swamp, en fait. Et il me faut la capacité de savoir ce qu'il y a dans mon data lake, quel est le format de mes données, est-ce que mes données évoluent, est-ce qu'il y a des champs en plus, en moins, etc., etc. Donc cette partie crawler, dans un service qui s'appelle Glue, on va en reparler tout à l'heure. Et de l'autre côté, vous allez avoir toute la panoplie de services de type intelligence artificielle. On en parlait tout à l'heure avec le machine learning, en fait, le use case qui a été présenté. Athena pour faire de la discovery, basée sur Presto, on va en reparler tout à l'heure. Si vous êtes plutôt Hadoop avec des traitements Spark, on a plusieurs solutions telles que EMR, Glue, qui est du serverless, en fait, qui va vous permettre de transformer la donnée, de la cleanser et d'en tirer de la valeur. Alors, le data lake sur AWS, c'est tout un ensemble de services, un catalogue de services. Là, c'est juste le sous-ensemble qui, potentiellement, dans un projet de type data lake, va vous intéresser. Déjà, la partie ingestion de données, effectivement, on est capable d'ingérer de la donnée en mode streaming avec des solutions telles que Kinesis Data Streams, qui est managé par AWS, Kinesis Data Firehose. J'ai pas mal de clients qui me disent quand est-ce que je fais du Streams, quand est-ce que je fais du Firehose. Kinesis Stream, ça va ressembler plutôt à du Kafka, managé par AWS. Kinesis Data Firehose, si vous avez des données en vol, par exemple, vous avez des données de type streaming, et votre destination, c'est du Elasticsearch, ou S3, ou Redshift, ou Splunk. Kinesis Firehose vaut le coup d'être regardé, d'être étudié par vous, parce qu'il va faire tout ce travail de collecte et de refroidissement dans ces destinations pour vous. Une fois qu'on a collecté ces données, on va pouvoir le stocker dans Amazon S3. Quand on parle des data lakes sur AWS, c'est énormément d'Amazon S3. On va en parler tout à l'heure. Et on va expliquer pourquoi on parle d'Amazon S3. Et vous allez pouvoir choisir entre ces différents services autour de la base de données. Est-ce que vous faites du SQL, du NoSQL? Est-ce que c'est des bases de données, clés-valeurs, documents, avec DynamoDB par exemple? Est-ce que c'est du TimeStreams? On a annoncé TimeStream au dernier event l'année dernière. Est-ce que c'est du cache avec RDS, Redis plutôt, excuse-moi, et même CacheD qui permettent de faire du cache, ou des bases de données orientées graph avec Neptune aussi, qui est sorti depuis pas longtemps. Donc vous avez réellement le choix entre tous ces services en fait pour traiter votre use case. Donc vous avez la possibilité de choisir le meilleur outil pour le meilleur use case. Et effectivement, ça vaut le coup d'être cité. Vous avez aussi la marketplace en fait. On a énormément de partenaires technologiques qui ont leurs solutions en fait de data cleansing, de data préparation, de TL en fait, que vous allez pouvoir retrouver dans la marketplace d'AWS et que vous allez pouvoir déployer en quelques clics pour vous aider sur vos projets de type data lake. Alors, construire votre data lake, on identifie plusieurs étapes clés. La première étape, ça va être le choix du stockage, en fait. Je pars sur quel stockage? Il faut que ce stockage il puisse scaler. Il faut que ce stockage me permette de chiffrer mes données. Il faut que ce stockage il me permette de faire de la gouvernance. Et
Une fois que j'ai choisi ce stockage, on va voir sur quelle solution partir dans les slides suivants. Vous allez commencer à collecter les données en batch ou en temps réel. Ça va souvent dépendre de votre use case. Est-ce que J+1 c'est suffisant pour vous ou est-ce que vous avez besoin des données tout de suite en fait pour pouvoir être beaucoup plus réactif par rapport à ce qui se passe sur votre site web, sur votre application par exemple. Une étape très importante aussi, c'est que parfois on collecte de la donnée et bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a en fait. On ne connaît pas le format, on ne sait pas ce qu'il y a dedans en termes fonctionnels, business, etc. Donc il peut être intéressant d'avoir des outils qui nous permettent de lancer des requêtes, SQL ou autres, pour faire de la découverte de données en fait. C'est ce qu'on va appeler les data discovery. Et ça également, ça va définir le traitement qu'on va appliquer par la suite. Est-ce qu'il faut cleanser les données parce qu'on a fait du data discovery? On s'est aperçu que les données ne sont pas propres, on a des doublons par exemple, donc ça il faut le traiter. Ou est-ce qu'on a fait du data discovery et tout est nickel, et donc du coup voilà, il n'y a pas besoin de passer beaucoup plus de temps sur ça, sur la partie nettoyage ou préparation ou catalogue en fait. Donc cette phase est importante, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, vous allez configurer les règles de gouvernance et d'accès pour apporter justement de l'organisation dans ce data lake et que toutes les populations puissent accéder à ce data lake, mais de façon bien organisée, les data analysts, les data scientists, etc., etc. Et puis, vous allez pouvoir exploiter la donnée et donc, effectivement, tout simplement en tirer de la valeur. Et du coup, on va commencer par la première étape qui est le choix du stockage. Et sans surprise, en fait, on retrouve Amazon Simple Storage Service en fait, qui est au cœur du data lake. Et pourquoi on a des milliers de clients aujourd'hui qui ont choisi Amazon S3 comme stockage du data lake? Parce qu'il est scalable en fait. On peut commencer avec un fichier, escaler jusqu'à plusieurs millions de fichiers en fait. Dans Amazon S3, on va parler d'objets d'ailleurs. En objet, on va dire c'est juste un fichier en fait. Vous pouvez mettre des fichiers JSON, XML, Parquet, Orc. Et aujourd'hui, juste pour vous donner quelques statistiques, Amazon S3, c'est plusieurs milliers de milliards d'objets en termes d'objets contenus dans Amazon S3. Et c'est plusieurs millions, des centaines de millions de requêtes par seconde en termes de TPS en fait, en termes de requêtes sur le stockage data lake. La disponibilité et la durabilité, la disponibilité, on est sur les 4.9, 99,99% selon les classes de stockage. Et la durabilité, en fait, quand vous mettez un fichier dans Amazon S3, vous avez très peu de chances de le perdre. On parle des 11.9, 99,9999. Et on le traduit avec la phrase suivante qui dit si vous mettez 10 000 fichiers, vous avez la chance ou la malchance d'en perdre un au bout de 10 millions d'années. Voilà, la durabilité d'Amazon S3. Vous pouvez stocker n'importe quel type de données dans Amazon S3 et la démarche du data lake, finalement, c'est ça en fait. C'est de dire j'ai des données, je les mets dans un stockage durable qui ne me contraint pas sur la façon dont je dois stocker mes données en fait, parce que j'ai différents types de formats. Et je vais pouvoir commencer à implémenter des use cases, voire même changer de use case, être flexible. Et Amazon S3, c'est ce qu'il va vous apporter. Et il y a une chose qui est très importante dans Amazon S3, c'est le stockage à bas coût en fait. Par défaut, quand vous mettez des données dans Amazon S3, on a ce qu'on appelle des classes de stockage. Souvent, vous commencez par la classe de stockage standard, en fait. Quand vous avez des données, et ça peut arriver dans les projets de data lake, vous accédez aux données qui datent des derniers 6 mois, en fait, vous y accédez beaucoup plus fréquemment, et au bout de 6 mois, en fait, c'est des données auxquelles vous accédez très peu, en fait. Vous avez des moyens de dire, bah, je veux stocker ces données dans un stockage beaucoup moins cher, parce que je n'y accède pas très souvent, en fait. Et ça, c'est grâce aux classes de stockage. On a une classe de stockage qui s'appelle Infrequent Access, pour accès infréquent. On peut automatiquement, avec AWS, et via ce qu'on appelle les Lifecycle Policies, dire au bout de 6 mois, ces données, je vais les mettre dans cette classe de stockage-là. Techniquement, il n'y a rien qui change dans la façon dont vous l'accédez. C'est juste que, vu que vous y accédez beaucoup moins, ça vous coûte beaucoup moins cher en fait. Et si vous souhaitez archiver des données au bout de 10 ans, par exemple, pour la compliance, vous devez les garder. Vous avez également un service qui s'appelle Glacier qui vous permet de faire de l'archivage en fait. Par défaut, c'est 3 à 5 heures pour accéder aux données que vous mettez dans Glacier, c'est vraiment de l'archivage. Il y a des mécanismes pour accélérer tout ça, pour descendre jusqu'à la minute, effectivement si on est pressé par exemple, de récupérer ces données-là. Amazon S3 au cœur du data lake, pourquoi? Parce que vous faites peut-être déjà du Spark, du Presto, du Hive, et que tous ces frameworks en fait, ils supportent nativement Simple Storage Service aujourd'hui.
Il permet de séparer le stockage des ressources de calcul. C'est exactement l'exemple que je donnais au début en disant, effectivement, vous aviez peut-être des clusters, et puis le cluster, il faisait à la fois stockage et compute, et quand il n'y avait pas de compute, vous étiez quand même obligé de garder le cluster opérationnel. Si vous mettez les données dans Amazon S3, vous pouvez, à la demande, démarrer un cluster Hadoop ou un traitement, récupérer les données d'Amazon S3, les fichiers JSON ou Parquet, les fichiers de vente, faire vos traitements, récupérer le résultat, et terminer automatiquement le cluster, et faire tout ça à la volée, en fait. Quand on parle d'Hadoop, certains d'entre vous sont sûrement familiers avec HDFS, il y a le facteur de réplication en fait, qui est important, la durabilité. C'est-à-dire que quand je mets un fichier dans Hadoop, par défaut, on le découpe en blocs. Par défaut, la taille, en général, c'est 128 MO, et puis ce bloc, il est répliqué dans le cluster, en fait. Ce qui fait que quand on perd un bloc de données, on peut le retrouver ailleurs dans le cluster, et ça permet d'augmenter la durabilité du cluster. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez un fichier dans Amazon S3, c'est automatiquement répliqué de façon transparente pour vous, en fait, dans toute la région dans laquelle vous avez créé votre bucket, votre compartiment, en fait. Vous choisissez une région, vous créez un bucket, vous mettez un fichier, automatiquement, on va le répliquer plusieurs fois sur plusieurs appareils, en fait, sur l'ensemble des zones de disponibilité de cet agent, et c'est transparent, et ça ne coûte pas plus cher pour vous, en fait. Et la sécurité, quand vous êtes sur AWS, vous pouvez chiffrer vos données, et de toute façon, on vous recommande de chiffrer vos données. Faites du chiffrement au repos, faites du chiffrement in transit, c'est-à-dire que du TLS, SSL, tout ça, en fait. On vous donne les moyens de le faire avec du KMS, avec des clés qui sont gérées dans AWS, ou par exemple avec des clés que vous gérez chez vous et que vous passez à AWS au moment où vous souhaitez faire des opérations de chiffrement, déchiffrement. C'est des choses qui sont nativement disponibles dans la plateforme. Et le stockage élastique à bas coût, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, avec les classes de stockage en fait. Une fois que vous avez choisi votre stockage, il y a la collecte en batch et en temps réel. Donc là, on a notre data lake et concrètement, ce qu'on peut faire, c'est faire des batchs qui vont régulièrement uploader des données dans le data lake, en fait, toutes les heures, tous les soirs, toutes les semaines, ça va dépendre de votre use case. Ou alors, ils vont faire du temps réel, en fait, avec des solutions telles que Kinesis, IoT, etc., etc. Et la première façon d'enrichir le data lake, ça va être avec des batchs. Ce qu'on voit beaucoup, c'est l'import initial de données. Nos clients avaient des données chez eux, et ils commencent leur data lake sur AWS, ils créent les buckets S3, il n'y a pas de données, ils récupèrent les données qui sont chez eux. Et parfois, c'est quelques gigas, quelques terras. Parfois, on parle de plusieurs centaines de terras ou plusieurs pétaoctets, en fait. Et on a des solutions pour ça. Et ces solutions, c'est Snowball, par exemple, en fait. On parle de... C'est un appliance, en fait, 50 terras ou 80 terras. Vous le commandez, il arrive chez vous. Vous mettez des données jusqu'à 80 terras. Vous le renvoyez à Amazon et ça atterrit directement, les données atterrissent directement dans votre data lake dans S3 en fait. Et les données sont chiffrées tout le long du trajet en fait. Et si vous avez des hexaoctets de données, vous avez la version camion en fait, vous pouvez le commander aussi, Snowmobile. Et il faut juste pouvoir le garer chez vous. Et vous avez un camion citerne et vous mettez toutes les données et on parle d'hexaoctets. Et ensuite, on va déverser tout ça dans Amazon S3. On a des clients aux États-Unis qui utilisent cette solution. Sinon, vous avez d'autres solutions telles que Database, Migration Service, qui permet de migrer des données de vos bases de données, ou Glue, qui est un ETL managé. Et S3 est multipart upload, qui est simplement en fait une API en fait. On propose des API avec AWS. Et ces API, il y a des partenaires technologiques qui s'appuient sur ces API pour développer des solutions de type ETL. Vous pouvez aussi faire du S3 CLI en ligne de commande et dire j'ai des fichiers ici et je veux les mettre dans S3 et ça marche aussi très bien. La seule chose à faire attention, c'est le lien réseau en fait. Si vous passez sur Internet, effectivement, vous passez sur Internet et donc du coup, il y a peut-être un débit qui n'est peut-être pas forcément maîtrisé. Il peut être stable ou pas. Sinon, on a des clients qui font du Direct Connect, qui ont un lien réseau privé dédié entre leur data center et AWS. Ça ne passe pas sur Internet. Et en termes de throughput, c'est entre 1 et 10 gigas, en fait. Et ça permet d'avoir quelque chose de stable et de performant. Pour l'ingestion en temps réel, vous pouvez récupérer des flux de données en temps réel, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec les entreprises, les clickstreams, les réseaux sociaux, les IoT, etc., les appels de services, en fait. C'est peut-être des applications qui vont appeler des services web, qui sont sur AWS. Et les solutions que vous avez à votre disposition, ça va être IoT Core, notre solution de gestion d'IoT, Kinesis Data Firehose et Kinesis Streams. Comme je le disais tout à l'heure, Kinesis Streams, c'est du fan-out, en fait. Vous mettez des données, c'est durable,
Et vous avez plusieurs applications qui peuvent venir consommer la même donnée. Donc, ils peuvent se partager ces données, en fait. Par contre, si votre destination, c'est Redshift ou Elasticsearch ou Splunk ou S3, votre data lake, regardez Firehose, peut-être qu'il va faire le boulot pour vous. Et puis, la vidéo aussi. On a une solution qui permet de faire du streaming vidéo, qui s'appelle Kinesis Video Streams. Et MSK, c'est la solution de type Kafka Manager en fait, qu'on a sorti il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Donc c'est un Kafka qui est géré en fait, par AWS pour vous. Et l'API Gateway si vous exposez des API. Donc il y a plein de façons d'ingérer de la donnée en temps réel en fait, dans votre plateforme. Une fois que vous avez ingéré ces données, il y a la partie Data Discovery. Je veux savoir ce que j'ai ingéré, quelle est la structure, quel est le format, etc. etc. Amazon Athena vous permet de faire de l'interactif. Vous pouvez lancer des requêtes SQL sur des données, et ces données, ce n'est pas dans une base de données, c'est dans S3. C'est des fichiers que vous avez déposés dans S3, et Athena vous permet de lancer des requêtes SQL pour requêter ces données et avoir une vision sur le contenu de ces données, en fait. Il y a 0 coût initial, en fait. C'est-à-dire que le paiement se fait à l'usage. Vous scannez de la donnée, vous payez par rapport à ce que vous avez scanné. C'est 5 $ par teraoctet scanné. Et c'est compatible JDBC ODBC. Si vous avez des clients qui font du JDBC ODBC, vous téléchargez le driver et vous pouvez faire de l'Athena via votre application, en fait. Et effectivement, c'est aussi compatible avec quasiment pas mal de solutions de type DataVis, en fait, QuickSight notamment, qu'on fournit dans la plateforme, Tableau aussi. Il me semble qu'ils ont un connecteur Athena. Et effectivement, les autres, vous pouvez vérifier s'ils sont compatibles avec Athena, mais ils le sont de plus en plus. C'est basé sur Presto, pour ceux qui se posent la question, pour la partie manipulation de données. Et c'est compatible avec Hive. C'est une syntaxe Hive pour la création des tables, en fait. Et ce qui va se passer, c'est que vous créez une définition de table et vous la collez sur un ensemble de fichiers et vous commencez à la requêter tout simplement. On va voir ça tout à l'heure dans la partie démo. L'autre partie, en fait, c'est que vous allez peut-être avoir besoin, une fois que vous avez fait le data discovery, où vous dites il y a des choses à gérer, les données ne sont pas clean, il y a de la déduplication à faire, il y a de l'enrichissement à faire. Vous avez Glue qui peut être pas mal, en fait, qui peut vous aider, en fait, dans le sens où le catalogue des données, en fait, la capacité à créer des tables que vous allez poser sur ces données, en fait, on fournit un catalogue de données. On l'appelle le Glue Catalogue. Et ce Glue Catalogue, il est central à l'ensemble des services de type Big Data sur la plateforme AWS. Quand vous créez une table dans ce Glue Catalogue, il est visible dans Glue, il est visible dans Athena, il est visible dans Redshift Spectrum, il est aussi visible dans les clusters Hadoop EMR que vous allez lancer. Vous pouvez requêter les mêmes tables et vous avez une vision unifiée de votre data lake, en fait. L'autre chose que Glue fait, ça va être la capacité à créer ce qu'on appelle des jobs. Un job, c'est quoi? C'est j'ai des données au format CSV, je veux les transformer en parquet. Je peux créer un job Glue, en fait, qui va faire la conversion de CSV à parquet, en fait. Et il va générer du code Spark. Potentiellement, vous pouvez écrire votre code Spark et le passer à Glue et il va l'exécuter pour vous également. Donc c'est serverless, parce que vous n'avez pas besoin d'aller gérer les machines en dessous, en fait. Vous demandez juste une capacité d'exécution et vous passez le job à exécuter à Glue et il se charge du reste. Et en termes d'architecture de data lake, ça pourrait aussi ressembler à ça. Vos données qui arrivent dans un bucket, on a souvent l'habitude de conseiller de mettre les données qui arrivent dans un bucket qu'on va appeler données brutes. Pourquoi? Parce que ça permet d'historiser, ça permet de faire du rejeu, ça permet de savoir ce qui a été envoyé, en fait, par les différents partenaires, par exemple. Et du coup, ici, on va aller sur des classes de stockage beaucoup moins chères, parce qu'une fois qu'on les a lues, on n'y accède plus très souvent, en fait. On va utiliser Glue pour transformer les données brutes en données temporaires. On peut l'appeler staging aussi. On a peut-être transformé le format, on a peut-être enrichi. Et là, on peut avoir des crawlers qui vont scanner ces données et créer des tables. Et tout de suite, on peut voir les tables qui correspondent à ces données, à ces fichiers ici. Et ensuite, on pourrait potentiellement retransformer des données pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus lisible, avec beaucoup plus de valeur que les utilisateurs chez vous vont pouvoir requêter directement avec leurs outils, avec du SageMaker, avec du Redshift, on peut le charger dans Redshift, aussi avec du Athena, etc., etc. Donc, vous voyez que le crawler est très important dans le sens où il va vous éviter d'aller regarder manuellement tous vos fichiers. Vous pouvez en avoir des millions pour deviner les champs ou comprendre les champs qui sont dans ces fichiers. En fait, il va le faire pour vous concrètement.
Alors, les crawlers, effectivement, vont parcourir votre data lake et puis évaluer le schéma. Donc, ils vont vous dire, il y a tel schéma. Il y a nom, prénom, ville dans ce schéma. Si demain, vous recevez des nouvelles données et on a rajouté code postal, automatiquement, vu qu'il s'exécute régulièrement, ils peuvent voir qu'il y a un nouveau champ, en fait. Ils vont versionner le schéma pour vous. Ils vont vous dire, ah, bah, avant, il y avait 3 champs, maintenant, j'en ai 4. Et voici la différence. En fait, il y a un champ en plus ou il y a un champ en moins. Et ça, c'est quelque chose qui va faire pour vous. Et ces crawlers, vous pouvez les exécuter à la demande manuellement, ou vous pouvez les scheduler aussi, pour qu'ils s'exécutent tous les soirs ou toutes les heures, par exemple. Ensuite, quand vous avez fait tout ça, vous allez gérer tout ce qui est règles de gouvernance et de sécurité, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on veut démocratiser l'accès aux data lakes, mais on veut le faire de la bonne façon. Il y a les data scientists qui ont besoin d'accéder aux données. Il y a les data analysts qui veulent accéder à cette donnée qui est propre, qui est réellement un trésor pour l'entreprise. Mais il faut qu'on gère potentiellement les aspects privacy. Peut-être que tout le monde ne doit pas tout voir en fait dans ce data lake. Peut-être qu'il y a des données qui doivent être masquées. Peut-être qu'il y a des données qui sont trop sensibles pour qu'on les expose à n'importe qui. Donc vous allez gérer tout ce qui est confidentialité de la donnée et puis accès aux données et aussi chiffrement en fait, en utilisant des solutions telles que KMS en fait, pour la gestion des clés. En quelques clics, vous pouvez dans la console Amazon Web Service dire que ce bucket ou cet objet, je veux qu'il soit chiffré. Et ça prend juste quelques secondes en fait. Et vous pouvez continuer à l'utiliser comme s'il n'était pas chiffré, avec la valeur que c'est d'avoir quelque chose de chiffré en fait en termes de protection des données et de sécurité. Une fois que vous avez défini la gouvernance, la sécurité, on sait qui a accès à quoi, qui n'a pas accès à quoi, et on a des données de valeur transformées bien comme il faut, qui sont toujours dans le data lake ou que vous avez chargé dans le data warehouse avec Redshift par exemple. Vous pouvez commencer à accéder à QuickSight en fait. QuickSight, c'est notre outil de data viz. On a beaucoup de clients qui utilisent beaucoup d'autres solutions. Ils sont les bienvenus et ça marche très bien en fait sur la plateforme AWS. Vous n'êtes pas lié avec QuickSight, c'est une bonne façon de faire la data viz. Il y en a d'autres en fait. Il faut vraiment partir avec l'outil qui vous convient le mieux et qui convient le mieux à vos utilisateurs finaux. Du coup, ça ressemble à quoi tout ça? On va voir une petite démo en fait pour ajouter beaucoup plus de concret sur cette partie. Alors, cette démo elle se base sur un dataset qui s'appelle Amazon Customer Reviews. Je ne sais pas si vous allez de temps en temps sur Amazon.com. Moi, j'y vais de temps en temps pour acheter des articles. Et quand vous avez un produit, un article, vous avez toujours ces avis en fait, qui vous dit le produit il est bien ou il n'est pas bien, ne l'achetez pas, etc., etc. Et ça, on a collecté pas mal de reviews en fait qu'on a mis dans AWS Roda, Registry Open Data. C'est un portail Open Data en fait. Et ce dataset, il est disponible si vous souhaitez l'utiliser. Et donc, du coup, en fait, ce que je fais, c'est que là, je suis sur la page du dataset, ça le décrit, et ça m'explique que ce dataset, en fait, Amazon l'a partagé, il l'a mis dans un bucket, en fait, dans son bucket à lui, en fait. Potentiellement, je peux l'utiliser. Et donc, du coup, moi, je veux récupérer ce dataset, en fait, pour le mettre dans mon data lake et faire de la transformation dessus. Donc, du coup, déjà, je vais lister le bucket d'Amazon, en fait, pour voir ce qu'il y a comme fichier, en fait. Et là, on voit qu'il y a plein de fichiers, en fait. Pardon, juste mauvaise manip. Hop, je vais avancer un petit peu. Voilà. Je voulais faire pause en fait, et ça a avancé. Donc là, on voit qu'il y a plein de fichiers de type TSV. Le TSV, c'est juste un CSV avec le caractère tabulation comme séparateur en fait. Et ils sont zippés. La compression aussi, c'est quelque chose d'important en fait quand vous faites. Oh, décidément. Hop. Donc on voit qu'il y a plein de fichiers en fait. Je ne vais pas tout récupérer, je vais juste récupérer un fichier qui m'intéresse et ça va être ce fichier en fait qui s'appelle Amazon Reviews Multilingual FR en fait. Il contient des avis en français. Donc je pense, bon, on est à Paris, ça peut être fun quand même de regarder des avis en français plutôt qu'en anglais. Et donc du coup je fais un ls dessus, comme si j'étais en CLI avec un SSH en fait. C'est un peu la même chose, je peux afficher les détails sur ce fichier. Et ok, ce fichier m'intéresse, je vais faire de l'ingestion en fait, je vais le récupérer. Et donc, pour le récupérer, je vais dans ma console AWS. Donc là, je suis dans la console AWS avec les différents services. Il y a plus de 160 services aujourd'hui. Et je vais dans Amazon S3 parce qu'on m'a dit que le stockage, en fait, à privilégier pour les projets Data Lake, c'est Amazon S3, en fait. Et là, je vais créer un bucket.
Un bucket, vous allez choisir une région dans laquelle créer ce bucket en fait. Donc ce bucket, je vais l'appeler data lake raw parce que c'est des données brutes. Je ne vais pas les modifier en fait. Et je le crée en Irlande. J'aurais pu le créer en Asie, aux États-Unis. Voilà, on a 20 régions en fait. Je peux le créer où je veux finalement mon data lake. Et mon data lake, mon bucket, il est créé, mais il est vide. Donc du coup, il faut que j'aille récupérer le fichier qu'on a vu tout à l'heure et que je le copie dans mon bucket en fait. Là, je l'ai fait en ligne de commande, mais ça aurait pu être un ETL, ça aurait pu être Glue, ça peut être un ETL de la marketplace, on a plein de partenaires qui permettent de récupérer la donnée, ça peut être un Snowball en fait, si c'est des données qui sont chez vous, il y a plein de moyens de le faire. Donc là, il me dit, OK, bah, j'ai copié la donnée, nickel, bon, je le crois, mais je vérifie quand même que le fichier il est arrivé. Et donc, effectivement, là, je vois le fichier, il est bien arrivé. Il n'est pas énorme, 67 mégas, mais c'est juste pour la démo. On peut faire beaucoup plus. Je peux afficher les détails, en fait. Et par défaut, ce fichier, il n'y a que moi qui peux y accéder, en fait. Hein. Il est privé. Il n'est pas ouvert au monde entier. C'est moi qui gère la sécurité, l'accès. Et je peux le chiffrer aussi. On parlait de chiffrement tout à l'heure. Là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pouvoir lancer des requêtes SQL sur ce fichier parce que je sais d'où il vient, mais je ne sais pas ce qu'il y a comme données, en fait, dedans. Du coup, là, je vais aller dans Glue. Et dans Glue, il y a la notion de table dont on parlait, les tables qu'on va créer pour les mapper à des données. Et ces tables, elles sont dans des bases de données. Ce n'est pas des bases de données MySQL, PostgreSQL. C'est juste un espace logique dans lequel on va stocker ces définitions de tables. On peut créer des connexions aussi vers des bases de données JDBC, RDS. Moi, ce qui m'intéresse en fait aujourd'hui, c'est les crawlers. Les crawlers, en fait, pourquoi ils m'intéressent? Parce que je vais pouvoir en créer un et je vais lui demander d'aller regarder ce fichier ou ces fichiers en fait dans mon data lake pour automatiquement extraire les métadonnées, la structure, le nombre de lignes, le nombre de champs, etc., etc. de ce fichier. Donc c'est pour ça que là, je parle de S3. Et je sélectionne le bucket qu'on vient de créer, le raw, qui contient le fichier en l'occurrence. Et le crawler, en fait, il va récupérer toutes ces métadonnées et il va me créer une table en fait, qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Donc là, je n'ai pas d'autres data store, donc j'avance. Je crée un rôle parce que ce crawler, même si c'est moi qui l'ai créé par défaut, il n'a pas les permissions pour aller lire mes fichiers en fait. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le grant list privilege. Et ce crawler, on peut le scheduler tous les soirs, tous les week-ends, ou on peut le faire à la demande en fait. Dans mon cas de figure, bah, c'est juste à la demande en fait. J'ai pas besoin de le scheduler, mais vous pourriez le faire chez vous en fait, pour qu'il le fasse tous les jours par exemple, ou tous les soirs, il récupère les schémas et il va le mettre dans votre catalogue. Donc là, lorsque je suis satisfait de mon crawler, je le crée. Il me demande si je veux l'exécuter. Oui, bien entendu, je veux l'exécuter. Et je veux que tu ailles scanner mon data lake et que tu me dises ce qu'il y a dans mon fichier en termes de structure. Donc il va s'exécuter. Ça a pris, on va le voir ici, moins d'une minute en fait de temps de démarrer. C'est managé par AWS, d'aller voir le bucket S3, de voir le contenu des fichiers, de le récupérer, de créer la table, de le mettre dans le Glue catalogue, en fait, cette table. Et de s'arrêter en fait, donc ça a pris 46 secondes. Et là, on voit qu'il a trouvé une table et il l'a rajoutée. Il pourrait aussi faire des mises à jour de table. Hein. Si on retourne dans notre base de données qui s'appelle default, on peut voir que la table, bah, elle a été créée en fait. Il lui a donné un nom qui est le même que celui du bucket. Et on voit le nom de la table, la base de données, c'est du CSV, effectivement, ça il l'a bien vu. Le délimiteur, c'est une tabulation. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ces champs en fait, qu'il a découverts pour moi. En fait. Et ça m'épargne entre guillemets, la douleur ou l'effort à aller voir ces champs. En fait. Il l'a fait pour moi et il a juste regardé le fichier, il a vu qu'il y avait une ligne d'entête, il a récupéré cette ligne d'entête pour créer les noms des champs. Et il y a certains champs en fait, qui ont des noms col 15, col 16, parce qu'il n'y avait pas d'entête en fait, pour eux. On peut les renommer aussi. Hein. Là, en l'occurrence, je mets not use parce que je ne l'utilise pas. Mais on peut les renommer, on peut mettre des choses beaucoup plus fonctionnelles pour vous. Et on voit que quand on modifie un schéma, c'est versionné en fait. Donc vous avez la notion de version et vous pouvez remonter dans le temps pour voir les différents changements, en fait, les différentes évolutions de votre schéma. On a les données, on a une table dans le catalogue Glue. C'est top, on va aller faire du data discovery et pour cela, on va aller dans Athena. Parce qu'on m'a dit qu'avec Athena, je pouvais tout de suite lancer mes requêtes SQL et voir ce qu'il y avait dans mes fichiers ou dans mon data lake. Donc là, on retrouve la base de données, la table, parce que le Glue catalogue, c'est le même pour Athena et pour Glue. On retrouve les champs, notamment le champ qu'on a renommé. Et là, on peut cliquer sur ces trois petits points pour faire une prévisualisation de la table, en fait. Donc là, en clos, je lui dis, retourne-moi les 10 premières lignes de ce fichier de façon aléatoire. Donc là, je suis réellement en train de requêter des fichiers, en fait. Ce n'est pas une base de données.
Et là, Athena va requêter le fichier, et là, il me donne un aperçu de ces fichiers. On voit qu'il y a différentes colonnes, il y a le contenu des avis, il y a des avis qui sont positifs, négatifs, il y a le star rating. Le star rating, c'est le nombre d'étoiles que vous donnez quand vous êtes content ou pas content. Est-ce que c'est 1 étoile ou 5 étoiles? La requête, c'est une requête SQL, ANSI SQL standard. Vous pouvez la modifier pour spécifier juste les champs qui vous intéressent, en fait. Et pas récupérer l'ensemble des champs, ça peut être un peu overkill par exemple. Et là, on a mis limite 10, on peut augmenter la limite, on peut ne pas augmenter la limite. Il y a des bonnes pratiques sur la structuration du data lake, en termes de performance, en termes de coût. C'est des choses qu'on documente sur notre site. Là, en l'occurrence, je sélectionne juste 3 champs, en fait, l'ID, le star rating et le body. Et là, on peut voir qu'il y a des ratings 4, 2, sachant que 5, c'est très positif, c'est 5 étoiles, et 1, c'est 1 étoile, en fait. C'est assez négatif. Tout ce qu'on lance comme requête, on a l'historique dans Athena. On peut voir si ça a marché, ça n'a pas marché, combien de temps ça a pris, et surtout combien de données ça a scanné en fait. Vous vous rappelez 5 $ par teraoctet, donc vous faites une règle de 3. Ça vous dit exactement combien ça coûte en fait de lancer telle ou telle requête. Donc ça c'est top, mais moi j'ai des users finaux et eux ils sont habitués à des outils de data vis tels que QuickSight ou d'autres outils de data vis si vous en avez chez vous. Donc là, je vais aller dans QuickSight et puis je vais faire quelque chose de beaucoup plus user-friendly en fait. Et je vais créer une analyse. Et pour créer une analyse, il me faut un dataset. J'ai déjà un dataset dans mon data lake. Et ce dataset, j'aurais pu le prendre de plusieurs sources de données, PostgreSQL, Redshift, S3. Mais je vais m'appuyer sur Athena en fait, parce que j'ai déjà des tables en fait qui existent dans Athena. Donc je vais exploiter en fait ce que Athena et ce que le crawler ils ont fait pour moi. Donc ce dataset ou ce data source, je l'appelle raw dataset, j'aurais pu l'appeler raw data source d'ailleurs. Et en fait, là, automatiquement, il va me présenter l'ensemble des tables en fait, qui avaient été créées dans le Glue Catalog. En fait. Donc on retombe un petit peu sur nos pieds. Il y a 2 façons de requêter. Il y a Spice qui est le moteur qui permet de faire du caching en fait, dans QuickSight. Sinon, on peut lui dire c'est du direct query en fait. Quand je clique sur le tableau de bord, je veux que tu l'envoies automatiquement à Athena. Je ne veux pas que tu te base sur un cache qui serait côté QuickSight pour accélérer, etc., etc. Les 2 sont possibles, ça va dépendre de votre use case. Et là, tout de suite, effectivement, je peux avoir un type de visualisation, choisir un champ, le star rating, c'est les notations en fait, et tout de suite commencer à voir un petit peu ce qu'il y a dans mes datasets en fait, le nombre d'étoiles, il y a combien de notations à 5, on voit qu'ils sont majoritaires, il y a quelques 1, c'est des clients qui sont peut-être pas satisfaits. Ça peut être intéressant d'aller voir les reviews avec les commentaires pour voir pourquoi ils ne sont pas satisfaits et peut-être faire des opérations marketing, etc., etc. Et si on revient dans Athena, je vous ai expliqué que QuickSight était plugué sur Athena. Bah, on peut voir les requêtes qui sont lancées par QuickSight en fait. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de boîte noire en fait. Ce que QuickSight il fait, c'est qu'il va lancer des requêtes Athena comme vous. Par contre, toute la partie data vis, en fait, vous avez la main sur la façon dont vous voulez raconter une histoire sur vos données ou en tirer de la valeur, etc., etc. Hop, ça on l'a vu. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, c'est des choses que, aujourd'hui, on a des milliers de clients qui le font, qui sont flexibles, agiles, qui font du S3, du Glue, du Athena, qui font du Glue Catalog, peut-être de l'EMR, du Presto, du Spark. Je ne sais pas si vous avez suivi au dernier Invent l'année dernière, on a annoncé Lake Formation. Et Lake Formation va réellement être un accélérateur dans la mise en place de vos data lakes. Concrètement, un petit data lake, peut-être en quelques minutes, quelques heures, vous pouvez le construire. Chez certains clients, en fait, ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend beaucoup plus de temps. On va parler de jours, de semaines, de mois, d'heures. Le temps de s'accorder sur où sont les données, où sont les use cases, qui a accès à quoi, la gouvernance, comment on extrait ces données, est-ce que c'est du batch, est-ce que c'est de l'incrémental. Avec Lake Formation, on va vous fournir déjà ce qu'on appelle des blueprints en fait. Un blueprint, c'est quoi? C'est un template que vous allez pouvoir lancer. Il va vous dire où sont vos données. Ok, mes données sont dans un bucket S3, mes données sont dans une base de données qui est sur AWS ou chez moi. D'accord. Comment souhaitez-vous récupérer ces données? Est-ce que vous souhaitez faire du one-shot ou est-ce que vous souhaitez faire de l'incrémental? Vous le dites incrémental ou one-shot et il va vous dire OK. Et là, vous lancez Lake Formation et automatiquement, il va gérer toute cette partie alimentation pour vous. Il va récupérer les données en mode one-shot ou en mode incrémental. Il va le mettre dans S3, il va créer les buckets S3 pour vous, il va créer le partitionnement pour vous. Ça aussi, c'est important, en fait, c'est des bonnes pratiques. Il va aussi être capable de gérer le format de données.
parce que effectivement, j'ai parlé d'Athena, mais quand on requête les données dans vos data lakes avec Athena, par exemple, c'est intéressant d'aller sur des formats de type colonne tels que Parquet ou ORC, parce que vous allez faire des économies en termes de coûts. Lake4Mention, il va pouvoir le faire pour vous. Il va convertir vos données en CSV vers du Parquet. Il va créer les tables, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec les crawlers, en fait, il va le faire pour vous. Ensuite, toujours dans Lake4Mention, vous allez avoir la capacité de gérer les permissions. Vous allez avoir la granularité sur la colonne. Sur telle table, je veux que telle colonne soit visible par ces data scientists. Par contre, je ne veux pas que telle colonne soit visible par telle autre personne dans mon entreprise, parce que c'est des données sensibles, en fait. C'est des choses que Lake4Mention va vous apporter. C'est bientôt disponible. Ne me demandez pas de date, je ne l'ai pas, je l'ignore. Mais il y a une preview, n'hésitez pas à vous inscrire en fait pour savoir un petit peu ce que ça peut vous apporter dans vos projets data lake. Et pour finir, quelques bonnes pratiques qu'on a l'habitude de discuter avec nos clients. Adoptez un pipeline flexible en fait. Un pipeline flexible, c'est quoi? C'est que quand vous commencez un projet data lake, peut-être que vous avez des use cases en tête, peut-être que tous les use cases ne sont pas encore connus, c'est pas grave en fait. Le data lake, il faut qu'il soit flexible, on doit pouvoir implémenter des nouveaux use cases, on doit pouvoir se tromper et changer de direction en fait. Le fait de pouvoir récupérer la donnée, de le stocker dans S3, d'avoir des process qui vont récupérer cette donnée, le restocker dans S3, ça vous permet d'avoir quelque chose de flexible. Allez sur ce type de pattern, faites du couplage lâche. Choisissez la meilleure solution selon les contraintes techniques en fait. Quelle est la latence? Est-ce que vous avez besoin de J+1? Est-ce que vous avez besoin d'être à la minute, à la seconde en fait? C'est ça réellement qui va vous guider dans le choix des solutions que vous allez faire sur la plateforme AWS ou des solutions tierces que vous pouvez déployer sur la plateforme AWS. Privilégiez les services managés et serverless. Amazon S3 est entièrement serverless en fait. Vous n'avez pas de serveur à gérer. Si j'ai 1 giga, si j'ai 10 Tera, c'est pareil en fait. Il va s'adapter, il va scaler pour vous. Et vous passez beaucoup plus de temps sur votre valeur, la valeur que vous tirez de votre data lake, et vous passez moins de temps sur gérer des machines, gérer la scalabilité, etc., etc. Donc ça, c'est important. Chiffrez vos données, parce que vous avez tous les moyens pour le faire dans le data lake. Vous pouvez le faire avec KMS, HSM, en un-clic, chiffrement au repos, chiffrement in transit. Faites-le, faites-le et faites-le. C'est une bonne pratique. Prenez en compte les critères de coût, évaluez les solutions, regardez combien ça coûte. N'ayez pas peur. Je passe beaucoup de temps à discuter avec mes clients sur quelle est la meilleure architecture, mais en même temps, la meilleure architecture qui soit le moins coûteux par rapport à ce qu'ils souhaitent faire en fait. N'hésitez pas à solliciter vos solutions architectes pour ça, parce que tout simplement, big data ne veut pas forcément dire big cost. Merci beaucoup, merci énormément. Je serai à côté sur le stand si vous avez des questions. N'hésitez pas et excellent summit et à bientôt.